Je voudrais tout d'abord remercier la médiathèque qui nous accueille avec gentillesse et professionnalisme comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons, nous accueillons et nous remercions tout particulièrement Antoine Nochy, ici présent, qui présentera donc son livre « La bête qui mangeait le monde », paru aux éditions Artaud. Nous remercions chaleureusement Sylvain Gatti et Daniel Rodriguez pour leur implication rapide et très pro malgré leur emploi du temps surchargé. Antoine Nochy est philosophe, écologue, spécialiste de la cohabitation avec les animaux. Je ne me trompe pas? À problème. À problème. Ce qui m'intéresse, c'est le problème. À problème. D'accord. Sylvain Gatti, ici présent, est biologiste de la faune sauvage. Et Daniel, donc Rodriguez, écologue, accompagnateur en moyenne montagne, et il travaille sur les espèces de la vallée. Pourquoi cette soirée? Au départ, c'est important le départ. C'est un ami qui m'a proposé cette soirée avec la possibilité d'une rencontre avec Antoine. J'ai tout de suite répondu oui. La nature, les loups me fascinent et je n'ai malheureusement aucune compétence en la matière. Il me fallait donc trouver deux protagonistes qui accepteraient ma proposition, mener une rencontre. Alors je m'empresse de vous laisser la parole, de leur laisser la parole et j'espère que tout cela vous passionnera. Alors je vais prendre la parole. Bonjour. Donc j'ai écrit ce livre parce qu'on me l'a demandé. Pourquoi j'ai pas écrit de livre avant? Parce que je n'en voyais pas l'utilité, notamment parce que, a priori, ma manière de parler, de réfléchir, elle est très théorique. Et elle est donc peut-être intéressante si on est avec moi face à une question, une trace ou un événement. Et j'ai eu la chance, lorsqu'on m'a fait cette proposition, d'avoir un ami qui a eu un véritable problème, qui s'est fait manger un veau. Et donc on a pu passer, je me suis dit c'est très simple, je vais raconter une histoire. J'étais pas d'accord avec les conclusions de l'État, pour des raisons qui sont racontées dans le livre et valables, au sens où j'avais été formé à Yellowstone, je suis le premier homme américain formé à Yellowstone, qui est la seule réintroduction de bougris dans l'histoire de l'humanité. D'accord. Donc en un mot, j'ai été voir comment on avait fait, j'ai été voir des loups, j'ai eu la chance d'aller voir des loups, d'aller en attraper, d'aller les étudier, de regarder les problèmes, comment les éleveurs géraient les situations, comment les politiques publiques géraient les situations. Et surtout, j'ai eu la chance de le faire, d'être une petite main, de faire tout ça. Donc, je suis rentré, on m'a fait cette proposition. Je suis rentré il y a 15 ans, j'ai fait plein de choses. Et cette proposition m'intéressait parce que le loup, ça fait parler les hommes. Donc, mettre en récit cette situation était quelque chose que je trouvais assez intéressant et que je me sentais être capable de faire. Et puis après, le loup, on oublie tout le temps les animaux, les plantes, le vivant. Mais chaque plante, chaque animal, c'est un type de raisonnement particulier. La difficulté, elle est d'accéder aux particularités de l'animal en question. Alors pour le loup, c'est encore plus complexe parce qu'il a cette capacité adaptative telle qu'il est à ton image. À chaque loup, sa culture, qui est issue d'une nature, qui est issue d'une culture humaine, qui utilise l'espace de telle ou telle manière. Donc en un mot, le loup, il n'est pas nécessairement dans les grandes forêts et les montagnes, il est là où il va trouver gîte et couvert. Donc il peut être aux abords des villes, il peut être dans la campagne qu'on croyait sauvage et qu'on voit toujours sauvage, celle d'il y a 2 siècles, qui était anthropisée de manière hallucinante. Il y avait des hommes partout, il y avait très 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 peu de gibier, et les loups étaient là. Donc en un mot, le loup, il est partout. Et il est dans sa manière d'être partout, en fonction de la culture, la culture dominante, donc c'est nous les hommes, qui va mettre en scène l'espace. Donc là-dedans, je suis rentré dans cet espoir qu'avec une histoire qui ne serait pas celle du petit chaperon rouge, sans nécessairement dire que cette histoire est une bêtise, arriver à faire exister un peu plus cet animal où on en parle uniquement d'une manière très clivée, l'une catastrophiste quand on est dans la situation de la personne attaquée, l'une trop idéalisante lorsqu'on essaie de défendre un animal qui est déjà là,
qui est déjà là, qui va très bien et qui se définit comme à l'ancienne par le fait qu'il ne se montre pas et qu'on ne le voit pas. Donc en un mot, il t'amène à quelque chose qui est très difficile pour nous avec nos écrans partout, c'est que ça existe, ça fait des choses, ça fait ça a de véritables effets macroécologiques et pourtant on ne le voit pas. Et les gens qui se font attaquer pour vous dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est très bien, mais on ne le voit pas. Par rapport aux dégâts qu'il peut produire, on ne le voit pas. Donc comment faire exister un absent qui est largement présent, qui nous fait faire de la littérature depuis des siècles et des siècles, qu'on a en proximité permanente, parce que le chien c'est du loup. Il faut être clair, le chien c'est du loup. C'est un loup qui décide de partager sa socialité et sa sociabilité avec les hommes. Mais si on veut apprendre qu'est-ce qu'un loup est capable de faire, eh ben, c'est mieux d'avoir un chien. C'est beaucoup mieux d'avoir un chien. D'abord parce que le loup fait beaucoup plus que le chien, et que le chien, parfois, quand on est dans les bois, il te raconte qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pas loin. Voilà, sans faire forcément beaucoup de choses. Donc l'enjeu était d'essayer, avec des méthodes simples, de sortir de cette espèce de situation frustrante où le loup pose des problèmes, où on a du mal à démontrer sa présence, et où on nous raconte un espèce de discours de toute puissance avec des technologies, des ci, des ça, et on va faire ci, et attention, il va être éradiqué, et si je m'énerve, bon, ça ressemble à des discussions pour moi de sous le gras dans un bar. Parce que c'est pas ça qui se passe, l'animal est là, il peut être là des années avant de produire quoi que ce soit. Chez moi, je l'ai en vision moi, depuis 17 ans, et il a produit un problème il y a 2 ans, et il a arrêté de le produire, il l'a pas reproduit. Que c'est très classique, cette chose-là, que si on s'attache, comme l'État veut nous le faire croire, au problème pour démontrer sa présence, ben c'est un drôle d'effet, parce qu'ils sont en charge de sa protection, et finalement ils remettent en place le grand méchant loup, mais c'est juste quelque chose qui est l'expression d'une lacune. Le loup, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain avec les gens, les animaux, et les manières d'en parler. La manière de parler de l'animal est très importante. Au sens où, si tu veux commencer à raconter quelque chose qui va exprimer le fait qu'en tant qu'éleveur ou qu'en tant que promeneur, tu sais que le loup est là, et bien tout va se passer dans la manière d'en parler. Et dans la manière d'en parler face à toi-même. Donc dans cette espèce de discours bizarre qui est ce qui se passe dans notre petite tête quand on parle. Et donc c'est toutes ces choses un petit peu... on va dire à la porte de l'ésotérisme, mais ça n'est pas du tout. Qu'il s'agit de juguler pour arriver à parler de l'animal. Donc l'animal, il a un effet. Il a un effet sur les arbres, il a un effet sur les hommes, il a un effet sur les cœurs. C'est-à-dire qu'avant que cet animal il ait posé problème dans ma petite vallée, moi je l'avais cherché, moi je l'avais trouvé, bien que la première fois que je suis tombé dessus, ben, je ne savais pas qu'il était là. Mais les gens en parlaient. Les gens en parlaient sur des histoires de chiens qui bougeaient, sur des histoires de tableaux de chasse qui se transformaient, sur des histoires où tout d'un coup, tout le monde sentait qu'il y avait une intelligence animale, il y avait autre chose qui se passait dans le pays. Même s'il n'y avait pas d'attaque, même s'il n'y avait pas de problème, même s'il n'y avait absolument rien. Et la période dont je vous parle, c'est une période de 15 années. De 15 années, avec la particularité, c'est qu'un des éléments un petit peu identitaires de ma vallée, c'est qu'on s'est fait manger par des loups. Dans ma vallée. On en est tous victimes dans les mairies, il y en a plein. On a tous quelqu'un dans la famille qui, quelque part, s'est fait manger par un loup. À une époque où, effectivement, il n'y avait rien à manger. Et la dangerosité du loup, c'est ça la véritable question. C'est pas ce qu'il est méchant, mais c'est quelles sont les circonstances qui vont produire la dangerosité de l'animal. Et donc, il y avait tout un tas de manières de parler qui m'intéressaient, parce que c'est pour ça que j'ai pris ce titre, La bête qui mangeait le monde, parce que finalement, si on regarde l'exemple des requins, les problèmes arrivent avec les prédateurs à partir du moment où les hommes ont tout mangé. Quand les hommes n'ont pas tout mangé, les prédateurs se débrouillent pour nous éviter, parce que ils ont une perception, étant très territoriaux, ils ont une perception des représailles. Et donc les représailles produites par l'homme sont suffisantes pour qu'on produise d'autres systèmes. Les bonnes preuves, c'est toutes les études qu'on peut faire sur les hyènes dans le parc Kruger, et puis on sort du parc Kruger, il n'y a plus de hyènes. Bien sûr que si, il y a des hyènes. Ou alors, pour revenir sur le loup, au sud du Douro, il n'y a pas de loup, parce qu'il n'y a pas de loup, parce que nous, les Espagnols, on a toujours vécu avec le loup et qu'on l'empêche de passer. Depuis qu'on a remis des colliers,
Les loups, ils sont bien sûr au sud du Douro, ils mangent des outardes-canepetières, ils sont tout aussi invisibles que chez nous quand il n'y a pas de loups, alors qu'ils sont là. Donc l'idée, elle est de vivre avec un absent qui a des effets notoires, et comment arriver à produire une espèce de rhétorique de communication, ou en tout cas pour lui faire comprendre les éléments qui seraient quand même souhaitables qu'il oublie de faire. Donc on est devant une problématique qui est une problématique forcément politique, forcément à plusieurs, avec forcément différents discours. Poétique, philosophique, naturaliste, synégétique. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est empêcher son chien de dormir dans le lit. Parce qu'a priori, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que le lit fait 200 km². Donc c'est un lit qu'on partage avec pas mal de gens. Donc il faut quand même qu'on ait une capacité de discours et de concordance pour produire une entente, pour arriver à comprendre ce qui se passe. Sans être forcément dévoyé et complètement en panique. Parce que ça y est, ça attaque. Ça attaque, bien sûr, dans l'angle mort, c'est les professionnels. Donc dans l'angle mort, donc ça attaque dans la faille au niveau du système technique, au niveau de la pensée agricole, ou au niveau de la manière dont l'homme même gère son troupeau. Et donc c'est quelque chose qui fait très mal, parce que ça marche forcément bien. Si ça marche bien, il va recommencer. Et puis au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient insupportable. Et les gens qui sont victimes d'attaques se retrouvent dans une situation folle, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que de ça. Donc à parler que de ça, ils n'intéressent pas grand monde. Surtout qu'ils n'ont pas le droit de se défendre dans le protocole actuel. Ou en tout cas pas le droit de se défendre assez vite. Pas le droit d'être dans une espèce de début de rhétorique où ils vont juste raconter que cette partie du territoire, eh ben, elle est différente du reste du territoire. Mais comme les loups vont exprimer à l'ours, au puma, à l'homme, que la tanière, c'est une partie du territoire qui est différente du reste du territoire. Les usages ne sont pas autorisés avec la même liberté. Donc, l'idée, c'était de rentrer dans ce jeu-là. Dans un jeu qui permettait de dialoguer avec l'animal, dialoguer avec les paysages, dialoguer avec les questions de modernité, dialoguer avec les savoirs anciens, parce que moi, j'ai appris à tracer et à regarder non pas sur le loup, bien qu'on me parlait du loup tout le temps. J'ai appris avec des anciens qui étaient capables de me dire dans une prairie, 2 belettes sont passées par là, et moi je voyais absolument rien. Voilà, donc je me suis retrouvé avec des anciens qui m'ont appris beaucoup de choses, que j'ai eu la chance d'aller vérifier dans différents pays du monde, en Afrique et dans différents endroits, où je me suis aperçu que c'était absolument pas des fous furieux, mais des gens excessivement compétents, avec des compétences qui sont a priori celles qui sont les nôtres, nous, les êtres humains, en tant qu'animaux. Cette capacité de dire à partir du signe ce qui est là, sans que ça soit là, c'est notre spécificité. C'est pour ça que l'animal, au-delà de ce qu'il peut faire dire, l'animal en question, et l'animal en particulier, enfin pas particulièrement en général, c'est le plus beau support pour la littérature. C'est le plus beau support pour la littérature. Parce que si on veut arriver à savoir sur une trace de loup que c'est du loup ou du chien, eh bien il faut parler. Et c'est ce qu'on a toujours fait sur les traces. On a fait de l'humain. On fait de l'herméneutique sur des traces, des signes, des petits problèmes de grattement. Et si on ne parle pas, eh ben on ne peut pas comprendre ce qu'on a. C'est trop compliqué. Et on est à ce niveau-là, comme les loups, on est des animaux sociaux, donc on a un cerveau qui est démultiplié par la présence des autres. Surtout quand ces autres sont en rapport avec nous pour coopérer sur une même question. Là, c'est absolument hallucinant, c'est ça qu'on est. On est réellement fait pour coopérer sur des problèmes concrets. Et la trace est un lieu bizarre, de discussion bizarre, dans lequel vaut mieux être plusieurs que tout seul. Vaut mieux avoir une certitude molle, d'accord, et une volonté ferme que l'inverse. C'est comme ça qu'on finit par comprendre ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas demander à l'animal de produire des signes objectifs, spectaculaires, qui prouvent sa présence ou qui racontent ce qu'il a fait tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est cette espèce d'afflux d'informations, c'est l'illusion, lorsqu'on cherche ce genre d'animaux, d'utiliser uniquement les techniques modernes, qui te racontent beaucoup de choses, mais pas forcément ce dont tu as besoin, pour le coup. Et ces techniques modernes, elles sont justement à mettre en scène d'une manière arborescente, c'est l'un des sujets du livre, de manière à les mettre en toute puissance et en discussion les unes avec les autres. Mais on a donc affaire à un animal qui est un vecteur qui va convoquer notre humanité, on peut le voir avec le chien, et on peut le voir avec le besoin de parler.
Donc en un mot, il y a une espèce de volupté, que j'espère que j'ai réussi à raconter, dans le fait d'avoir fait ce livre en étant une semaine sur deux avec ma fille, une semaine sur deux, à tracer à distance de moins de 2 km avant d'Oiseau, de là où avait lieu l'attaque. Bon là je triche, parce que j'ai déjà travaillé sur cette meute, c'est chez moi, et qu'a priori à l'époque où je lance le jeu, mon espoir, c'est pas qu'ils soient là, je sais qu'ils sont là. Mon espoir, c'est que pas loin de là où a eu lieu l'attaque, il y a la zone centrale du territoire qui fait une dizaine de kilomètres carrés, dans laquelle il y a une tanière et un ou plusieurs lieux de rendez-vous. Et là-dedans, mon espoir, c'est qu'elle est là, cette zone centrale, parce que c'est la période la plus facile pour étudier les loups. Pendant 6 mois, ils vont être semi-nomades. Au lieu d'être sur 200 km², ils vont être sur 10 km². Et puis en plus, ils ont des folies, parce que vu que c'est des guerriers, que leur principal problème, c'est pas l'homme, mais le loup. Là où est la tanière, c'est pas là où est la meute. Donc au début, la tanière, elle est remplie par les parents et les petits. Et puis après, la meute, elle appelle les petits parce qu'elle veut les voir, elle en a marre. Donc il faut que les petits viennent sur le lieu de rendez-vous. Donc tout ça, c'est des signes patents où on peut avoir des éléments d'information et d'hypothèses pour perdre son temps à essayer de voir des petites choses. Donc l'enjeu, il est de raconter que oui, on peut absolument vivre avec l'animal. Oui, on est dans quelque chose qui n'a rien d'abstrait. Oui, c'est quelque chose qui, comme tous les autres éléments de biologie, est quelque chose qui se fait avec les mains. D'accord? C'est très beau les machines, la tête et ainsi de suite, mais la biologie, c'est avec les mains. Il faut y aller avec les mains. Et là-dessus, on va pouvoir déterminer tout un panel d'outils qui vont nous servir à énormément de choses. Donc en un mot, on a affaire à un animal qui a été surprotégé parce qu'on croyait très fragile, et son histoire pourrait nous faire croire que c'est le cas. En fait, quand on regarde son histoire, on s'aperçoit qu'il est actuellement dans quelque chose qui est un paradis. Il n'y a jamais eu autant de gibier, il n'y a jamais autant d'endroits où il est tranquille. Les gens ne sont plus des connaisseurs de sa présence, les gens ne le redoutent plus, même si toute une partie de la corporation ovine et d'élevage commence à le redouter, et avec raison. Donc on est dans quelque chose où on a un animal qui n'a rien à voir avec l'animal qu'on avait avant. On est devant un animal qui peut produire des effets écologiques, comme ça a eu été prouvé dans d'autres endroits. Donc on peut faire de la vraie science, savoir quel est l'effet de cet animal, est-ce que réellement ce prédateur, il est positif, et l'incarner devant des réflexions sur les animaux, les plantes, les territoires, la résilience climatique. Donc on est dans quelque chose qui est absolument fantastique, mais qui ne peut se faire que si tout le monde le fait, pour le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser un animal prendre de mauvaises habitudes. S'il a tant de gibier que ça disponible par rapport à il y a 2-3 siècles et un peu plus, on ne peut pas le laisser prendre de mauvaises habitudes dans le jeu avec les bergers. On ne peut pas laisser le jeu d'une figure idéale sur laquelle on ne connaîtrait pas les effets sur l'ensemble de la chaîne trophique et l'ensemble de nos écosystèmes. Pourquoi? Parce que, on en parlera tout à l'heure un petit peu quand je présenterai un petit peu mon association, mais moi je pense que le dérèglement climatique, il n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie en premier lieu. Il a avant tout à voir avec la manière dont on occupe l'espace. Il a avant tout à voir avec la manière dont les structures biologiques qui captent le carbone et autres sont de moins en moins efficaces. Et la réflexion est quel type de paysage on pourrait produire. Et là, les prédateurs sont des éléments en termes d'écologie stricte qui sont très intéressants à réfléchir, et il est très intéressant de faire de la science dessus. Et il est temps d'en faire, pour le coup. Donc, l'objet de ce livre était de raconter qu'il y avait du loup chez moi, que le loup n'est pas forcément un animal qui attaque, que c'est pas forcément un animal qui est intéressé par l'homme, et que à partir du moment où il est présent, il faut absolument que tout le monde s'en occupe, de manière à qu'il continue à faire ce qu'il a fait chez moi pendant 15 ans, c'est-à-dire rien, mis à part manger des sangliers, des cerfs, bon, effectivement quelques chiens, mais rien de catastrophique. Même s'il a commencé, il n'a rien fait depuis 2 ans, par attaquer la vache dominante et lui manger son veau, au milieu de 17 autres vaches. Ce qui est quand même, alors qu'il y a 2000 moutons à côté, ce qui est quand même... Bon, c'est du loup, quoi. C'est étonnant. Ça demande réflexion. Mais
L'enjeu d'une cohabitation avec cet animal, c'est l'enjeu de se remettre dans l'autorisation d'être réellement en contact avec ce qu'on appelle la nature. Et la nature, c'est le lieu de vie de millions d'êtres. Et ils n'ont pas besoin de se démontrer pour être là. Et qu'il faut donc regarder ça un petit peu autrement que comme un spectacle qui va se montrer à nous. C'est un jeu d'humilité, de plaisir et de discussion avec le monde, parce que tous les signes sont valables pour essayer de comprendre ce qui se passe. Antoine, ton bouquin, c'est une longue quête d'indices de présence pour arriver à monter un dossier afin que ta zone soit classée en ZPP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une ZPP? C'est une zone de présence permanente. Ce que c'est qu'une ZPP, à quoi ça sert? Pourquoi c'est important que quand il y a un loup sur un territoire, la zone soit classée en ZPP pour les éleveurs, pour les différents acteurs socio-économiques? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je lui demandais tout son livre. C'est une longue recherche d'indices de présence pour prouver la présence du loup et pour créer un dossier qui s'appelle une ZPP. ZPP, c'est zone de présence permanente. Et je lui demandais d'expliquer ce que c'était qu'une ZPP et quel était l'intérêt sur un territoire d'avoir une ZPP, de savoir que le loup était présent. Alors une ZPP, c'est une classification administrative, d'accord, qui va donner, donc ça veut dire que le loup est là tout le temps, et qui va donner des droits aux éleveurs en termes d'outillage pour se défendre et en termes de procédures de défense avec des tirs de défense renforcés, des tirs de prélèvement. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et ce qui est très compliqué, c'est le débat sur la vérité de la présence de l'animal. Chien, souvent c'est ça les premiers arguments de l'administration centrale. Loup dispersant, c'est le deuxième argument. Ensuite, vous nous sortez une preuve génétique. Troisième argument. Donc ceci font que, en règle générale, d'un point de vue moyen, moi qui observe ça depuis 20 ans, on met 4 ans entre la première attaque et le moment où on peut réellement avoir tous les outils pour se défendre. Donc, on est devant quelque chose où l'animal, il a produit les 4 étapes de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il fait attention à ce qui se passe, il s'engage, il ne fait pas d'erreur, donc il n'apprend pas, puisqu'il n'y a pas de réponse. Et il travaille pour être encore meilleur. Ça donne des choses comme ça en termes d'hypothèses, avec mon travail. Au départ, il va attaquer 2 moutons, et puis à la suite de ça, voyant que les moutons, on les récupère, il va plutôt essayer de faire un mouvement de panique et d'en tuer 50. Et là-dessus, il sait qu'on va récupérer 15, et il va en manger tranquillement. Moi, c'est un cas que j'ai eu cet été, pendant 2 mois, tous les 4 jours. C'était hallucinant, on avait l'impression qu'il comptait. Le nombre d'animaux récupérés n'était pas le nombre d'animaux tués, le nombre d'animaux disparus. Et visiblement, vu la chronicité des attaques, il avait son repas pour la meute. Et puis une petite semaine après, il repartait pour son repas pour la meute. Et systématiquement, il y avait un nombre d'animaux tués, un nombre d'animaux repérés et un nombre d'animaux disparus. Bon. Donc l'enjeu d'une ZPP, c'est finalement de permettre 2 choses. C'est très bien, le ZPP. Que l'éleveur se défende et que le loup se débrouille comme animal sauvage et que l'animal soit protégé par un dispositif encadré pour pas qu'on se retrouve devant du n'importe quoi. Donc la question de la vérité, elle est très importante, bien sûr. Les éléments de débat classiques avec lesquels on peut se retrouver amené à jouer avec l'État sont un peu fallacieux. Un peu fallacieux. Pourquoi? Parce que les données internationales sur des animaux qui n'existent pas, c'est que les gens de terrain, les gens qui habitent là, te disent la vérité et c'est à toi de vérifier. C'est pas l'inverse. Voilà. C'est ça qui va pas. Vous dites le loup, c'est combien de loups? C'est combien de loups? Oui, le loup, c'est quoi le loup? Le loup, c'est combien de loups? Alors, officiellement en France, c'est 380. Non, mais là dont vous parlez. Chez moi, Ouais. officiellement, il n'y en a pas.
Donc officiellement, il y en a 6 et 4 petits en haut de la montagne, qui est dans le livre, cette année, d'accord, et 3, et j'arrive pas à savoir s'ils ont 2 ou plus de petits en bas dans la vallée, dans la rivière. Bon, en sachant qu'officiellement, il n'y a pas de loup chez moi, et qu'officiellement, dans le Massif central, il n'y a pas de reproduction de loup. Voilà où on est, la recherche officielle. Donc moi, je suis bête et méchant, j'ai pris leurs critères, et j'ai posé les éléments pour répondre à leurs critères, d'accord, pour faire en sorte que les éleveurs du coin soient dans une zone de présence permanente et puissent avoir droit aux outils pour se défendre. Voilà, c'est le premier objet du livre. C'est amener de la preuve et la sortir d'une discussion, soit dans un pré, soit dans un bureau à l'ONCFS, de manière à ce que cette situation que des centaines d'agriculteurs vivent, et pas que les agriculteurs, vous allez voir les gens de l'ONCFS, vous êtes, mettons, en Normandie, parce que maintenant on est en Bretagne, et vous dites qu'il y a du loup, on ne vous croira pas. Voilà. C'est comme ça que le dispositif est installé. En un mot, l'État se défend de la présence du loup, où il ne sait pas vraiment exactement comment le gérer, où il défend son engagement international pour la protection des espèces et son inhabilité actuelle pour gérer la chose. Alors on peut traiter l'État de bande de gougnafiers, tout ça c'est des bêtises. C'est un principe de réalité sur lequel on n'avait pas imaginé à quel point la chose était difficile. On n'avait pas l'imaginaire, même on en était à considérer que tous les contes de fées, les gens qui te racontent des enfants attaqués, tout ça c'était faux. C'est plus complexe que ça. Et si on veut prendre un pays qui est les États-Unis, qui sont exactement comme nous, ils ont éradiqué le loup à la même époque. Bon, la seule différence, c'est qu'ils ont plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec le Canada, où il y a une grosse population de loups. Donc il y a de la dispersion permanente qui s'est réalisée. Donc les loups sont revenus plutôt spontanément chez eux que chez nous. Mais ils sont arrivés dans les années 50, ils ont mis 25 ans avant de comprendre que il fallait sortir du débat pour ou contre, que c'était pas ça le sujet, parce qu'il était là. Et qu'au bout d'un moment, le sujet, c'est d'abord s'apercevoir que lorsqu'on a été capable de détruire le loup, d'accord, c'est une entreprise qui était une entreprise de destruction de l'intégralité des paysages. L'Amérique, elle se met en place, d'accord, avec 50 km vers l'ouest, linéaire, du nord au sud, où on coupe tous les arbres. On chasse tous les gibiers, on installe de l'animal domestique, et on tue les prédateurs qui vont venir dessus, et on y rajoute du poison. Voilà. C'est une entreprise de développement du pays, qui est bien sûr centrée sur le contrôle des prédateurs, mais qui maintenant n'est plus du tout possible. C'est-à-dire que le loup, il est un peu cette réalité sur laquelle il faut accepter. Si jamais on est contre le loup, c'est un peu comme le rat. S'il a de quoi vivre et se reproduire, ben, il sera toujours là. Il faut quand même comprendre que notre histoire paysagère, c'est l'histoire d'une destruction totale, d'une emballée démographique qui s'est réalisée par une destruction totale. Il n'y avait plus rien. En termes forestiers, en termes de diversification des paysages, à partir des strates climatiques, il n'y avait plus rien. C'était la même chose partout. Et que ça, effectivement, ça c'est très difficile pour le loup pour s'y maintenir. Surtout si on a le droit à tout pour le détruire. Mais ne pas oublier quand même qu'on a mis 180 ans, on est en droit à tout. Avec des gens qui te racontent qu'une belette est passée quand toi tu vois rien du tout. Donc l'animal est sacrément résilient pour le coup. Donc l'intérêt de la ZPP, c'est protéger. Après, le décalage, ben, l'État, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne la robustesse de l'animal, son intelligence. Il faut qu'il apprenne qu'est-ce qu'il aurait le droit de faire pour faire changer des comportements. Et c'est malheureux pour les gens qui vivent des catastrophes avec cette bestiole. Mais on ne peut pas faire autrement. Une institution, ça met plus de temps à progresser et à prendre la mesure de la réalité des choses qu'une personne seule
entouré par des gens un peu éclairés qui vont nous donner l'expérience. Donc on est face à ce genre de problématique. Et moi, je milite pour un truc qui est tout simple, hein, parce que je milite pas du tout, c'est pas mon genre. Mais à partir du moment où on pourrait simplifier la démarche de mise en vérité de la présence de cet animal, désacraliser la chose, rendre la chose un peu plus normale, et arrêter de s'imaginer que on a 2000 moutons, 3 chiens, des loups qui t'attaquent, on va tirer, et si on essaye de lui courir après, c'est ce qu'il veut. Il va te défoncer ton troupeau derrière. Donc par définition, tu ne peux pas te défendre au-delà de la défense que tu vas produire juste sur ton troupeau. Donc par définition, tu ne peux pas être un élément éradicateur. C'est pas vrai. Et par définition, il faut absolument considérer que nous, on a ça dans notre histoire avec les lieutenants de Louveterie. C'est un drôle de truc. La France, c'est un drôle de pays par rapport eux. La France, on a une vénerie qui est un lieu d'entraînement à la guerre sur le loup, comme principal lieu d'entraînement à la guerre, qui a du reste maintenu des forêts et autres, qui a fait que la France, même si c'est un des grands pays de l'Europe, il était moins détruit que les autres grands pays de l'Europe, Allemagne, Angleterre, par exemple. Et donc, nous, on a mis en place ces lieutenants de louveterie. Donc, c'est des gens qui, au-delà du système féodal, vont intervenir lorsque les éleveurs n'arrivent plus à se débrouiller sur les attaques. Et c'est finalement un dispositif qui est d'une grande intelligence et qu'il faudrait absolument repenser dans le cadre de ce dont on a besoin. Parce que qu'est-ce qui n'est pas dit sur le loup, c'est qu'est-ce qu'on veut. Le loup, ok, bon, on en a. Et puis on n'est pas prêt de l'arrêter, il va très bien. Et puis les paysages dans toutes les régions de France font qu'il va être partout. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est là où la société a du mal à dire des choses un petit peu exactes. Mais c'est là où le loup nous désarçonne, parce que le loup est déjà là. Il est déjà là, et au-delà des définitions qui sont celles de l'attaque. La définition officielle, c'est que la zone de colonisation est équivalente au front d'attaque. Alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous demande de vivre avec un animal qui, dès qu'il va arriver, va vous tuer votre chien, votre chiffre d'affaires, vous briser votre couple, détruire votre chat, éventrer votre cheval, mais il faut le garder. Mais c'est pas possible. Même avec du tigre, on n'exige pas ça. Et le tigre, il est capable de ne pas faire ces choses-là. Donc en amont, on est face à des êtres vivants. Il faut qu'on arrive à partir de ce qu'il est, à rentrer en dialogue pour lui faire des choses qui ne nous dérangent pas, entre guillemets. Est-ce qu'on peut objectiver un petit peu plus, parce que dans votre livre, vous mettez un petit peu en opposition ce qui est la perception du loup, le ressenti du loup par des populations qui ont une connaissance locale, une connaissance de leur paysage, une vision peut-être très fine des variations dans ce paysage. Et vous mettez en face de ça ce que vous décrivez comme un État qui montre une certaine réticence à les croire, une réticence à les aider, mais il faut quand même bien derrière tout ça des critères objectifs qui ne laissent pas lieu à des interprétations. Comme vous avez dit, la présence du loup, le suivi d'un animal sauvage fait appel à certaines dimensions qui peuvent aussi varier suivant la perception qu'on a de cet animal. Et comment amener de l'objectivité derrière l'impression? Et ne pensez-vous pas que les démarches qui sont faites par les scientifiques qui étudient le loup en France sont valables? Je vais commencer par la fin. Je ne les connais pas, les scientifiques qui étudient le loup en France. C'est dommage, j'ai été formé chez les meilleurs au monde, premièrement. Et c'est dû à une raison politique, c'est que l'ONCFS est la monopole de la science et de la politique et de la gestion du droit. Donc on est devant quelque chose qui s'appelle un État qui est angoissé et qui a mis devant elle la police et qui organise le débat sur le réel. Ensuite, pour ce qui est de l'objectivité. L'objectivité, c'est quoi? C'est qu'on soit d'accord sur ce qu'on voit. Donc, voir le loup. Si on veut le voir, réellement le voir, il y a l'appareil photo qui est pas mal. D'accord? Mais il y a aussi ce qui se passe. Donc si lorsqu'on voit un loup, qu'on en parle, on vous dit mais non, c'est pas un loup, alors que le mec il n'est pas là, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux. Ensuite, un animal, d'accord, ça produit des marques de présence.
Et c'est là où je vais commencer par là. Chaque animal est un raisonnement. D'accord? Donc le raisonnement sur le loup, même si je vous ai dit que le chien était finalement un loup, le raisonnement sur le loup, c'est un raisonnement spécifique sur le loup. Ce qu'est le raisonnement va permettre de produire des éléments de trace et des éléments de preuve. Un exemple. Cet été, qu'est-ce que j'ai fait? Cet été, j'ai essayé d'explorer la nouvelle définition de la ZPP produite par l'ONCFS, qui étend maintenant, non plus à 2 ans, mais à 3 ans, le système de présence, qui allège la nécessité de produire des preuves scientifiques, et c'est là où on peut débattre, parce que dès la trace, c'est dans la science, c'est pas la peine d'être dans la convocation et des choses compliquées pour être dans la science, c'est dans le phénomène, c'est dans le jeu des apparences, c'est dans le jeu de qu'est-ce qui se passe, donc tu y es. Ensuite, l'enjeu, effectivement, c'est d'être capable de reconnaître des signes de l'animal. Donc en fait, le problème, c'est qu'une administration qui dit à des gens de terrain, il n'y a rien, c'est une administration qui ne peut pas apprendre ce qui se passe. Cette administration comprend des gens de terrain qui font aussi du travail de terrain. Oui. Je tiens à le rappeler, l'ONCFS, c'est pas que des gens qui sont dans les bureaux et dans les labos, c'est aussi des agents de terrain qui sont très souvent issus de la région, qui sont parfois eux-mêmes chasseurs, et qui ont, en plus d'avoir une connaissance locale, peuvent avoir aussi une connaissance technique derrière. Donc il faut pas non plus les considérer comme portion négligeable. Mais je les considère pas. Attends, on va être clair. Moi, en 2004, j'amène la première collaboration franco-américaine sur les grands prédateurs. Ça prend les ours, les requins, les loups. Moi, j'ai pas de bol. J'ai, en mai 2005, Villepin, le référendum à la Constitution, et je me retrouve avec une seule chose à produire. Donc je produis une expertise sur le piège réglementaire européen. Mais l'ONCFS, j'ai boxé 5 ans avec eux. L'ONCFS, quand ils viennent dans les Cévennes... Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est la police de la nature. C'est ce que les chasseurs appellent des fédéraux. Voilà, c'est monsieur Carnet à Souche. Oui. Et donc ces gens-là, quand ils arrivent dans les Cévennes... C'est aussi 5 centres nationaux de recherche et d'expertise. Sois pas sur la défensive. Ces gens-là, quand ils viennent dans les Cévennes... Je ne suis pas sur la défensive, je suis justement sur du factuel. Quand ils viennent dans les Cévennes, on est ensemble, ils viennent dormir à la maison, on installe le groupe loup pour mettre en route comment on va faire spécifiquement dans les Cévennes pour récupérer de l'info. D'accord? L'ONCFS, ils obéissent au ministère. Donc l'ONCFS, ils ont des obligations, d'accord, qui leur sont dues au fait qu'ils sont au service du ministère. Donc si quelqu'un, d'accord, est à accuser de quoi que ce soit, d'accord, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai raconté que les choses se passent dans un rapport institutionnel et que le temps d'une institution, c'est beaucoup plus long, d'accord, que le temps d'une famille ou d'une personne. D'accord? S'il y a des gens d'incompétence et de négligence sur ce qui se passe dans la réalité, ils sont au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Agriculture. Ils ne sont pas l'ONCFS. Les gens de l'ONCFS, ils sont aux ordres. Voilà. D'accord? Et les gens de l'ONCFS, je chasse tous les week-ends avec eux et c'est pas le problème. Mais après, ils n'ont pas de chance, et c'est souvent le cas avec la police, c'est eux qui disent les mauvais mots. C'est eux qui disent au bonhomme, ah non, ça, c'est du chien. Ben non. Et en quelle proportion ça arrive, ça, qu'une attaque de loup soit considérée comme une attaque de chien? À mon avis, c'est de l'ordre de 95% des premières attaques, pour ne pas dire 100%. Voilà. Et si tu veux... c'est marrant, j'ai le chiffre exactement inverse. Oui, sinon, je suis désolé, cher ami. Moi, je peux te dire que, par exemple, les gens de la Confédération paysanne ou de la FNSEA, lorsqu'il y a un constat d'attaque, ils le filment maintenant. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens de l'ONCFS arrivent avec un constat qui est déjà rempli. Voilà. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas rentrer dans ce genre de détails. Ces éléments-là ces détails-là, ils sont importants. Comment vous expliquez alors qu'il n'y a qu'à peine, dans les plus fortes estimations, que 2,1% des dommages en France qui soient attribués aux chiens? Tout le reste est ou bien loup ou loup non exclu. Et alors, quel est l'intérêt de dire ça? L'intérêt de dire ça, c'est qu'il n'y a pas 95% des attaques qui sont attribuées aux chiens. Il y en a à peine 2%. Dans son estimation la plus forte. Par rapport à quoi? Au remboursement ou par rapport au constat? Parce que par rapport au constat, j'attends ton document. Hein. Par rapport au remboursement, il n'y a aucun problème. Par rapport au constat, je te le répète, j'attends ton document. Et là, on va dans une direction de débat qui ne m'intéresse pas. Pourquoi?
parce que tu es en train d'essayer de défendre une institution sur un jeu de compétences, et moi je te rappelle qu'en système de droit, elle est là pour remplir un rôle, et lequel rôle est de défendre l'État sur un engagement qui est au départ de protection d'une espèce, d'accord? Et après, il faut reconnaître que cet État, ben, il a oublié ce qu'était cette espèce. Et qu'en plus, en la matière, à l'époque où il avait une expérience, le paysage et les fonctionnements sociaux n'étaient absolument pas identiques à maintenant. Maintenant, on a des endroits où, bon, ben, il n'y a pratiquement personne qui va. Pratiquement personne. Les chasseurs se mettent à chasser en battu, les champignonneux, ça monte trop, il n'y a pratiquement personne. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est une réalité. Et s'il n'y a personne, il n'y a pas plus l'ONCFS que les autres. Il n'y a personne. Voilà. Donc là, on est devant quelque chose où il ne faut pas se tromper. D'accord? L'enjeu n'est pas de critiquer l'ONCFS, l'enjeu est de dire que si tu veux te débrouiller avec le loup, d'accord, attends pas une vérité biblique, attends pas le Graal, et dépêche-toi de regarder ce qui se passe, et dépêche-toi de croire les gens qui sont là, et qui te disent « je comprends pas ce qui se passe ». Quand quelqu'un qui habite là depuis 5 siècles et qui te dit « tu ne comprends pas ce qui se passe », je suis désolé, on entend trop de mots pour faire attention à ces petits mots, mais ceux-ci sont ceux-là qu'il faut écouter. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et c'est intéressant à regarder. Et ceci permet de renforcer, de faire accélérer le dispositif. Voilà. En un mot, lequel dispositif permet aux gens d'avoir le droit de se défendre et d'être remboursés quand ils ont des problèmes. Mais c'est quoi se défendre alors? C'est quoi se défendre? Il faut 4 ans pour qu'on mette en place la défense. On autorise la défense. Se défendre, ben, tire. C'est ça. Et tu disais que c'est bien le fusil à sel. Tire. Ben, quand la différence entre une ZPP et une autre zone, c'est que dans la ZPP, l'agriculteur peut bénéficier d'une aide pour mettre en place des mesures de protection. En termes de défense, comme l'a rappelé monsieur Nochi, il n'y a que certains corps qui sont habilités à effectuer des tirs de défense contre les loups. Et la différence en fait entre la ZPP, donc la zone de présence permanence, et une zone qui peut être un front de colonisation ou quelque chose comme ça, c'est à quelle hauteur vous allez être aidé pour mettre en place des mesures de protection. Dans tous les cas, si la prédation qui a été constatée sur votre troupeau est loup pour sûr ou loup non exclu, vous bénéficiez de l'aide de l'État. Si c'est chien, comme malheureusement les chiens en France appartiennent toujours à quelqu'un, c'est l'assurance privée de jouets. Donc, dans tous les constats qui sont faits, il y a la grosse majorité qui sont loups non exclus, en fait. C'est la majorité des constats qui sont faits en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments suffisants sur la carcasse, sur le constat qui est fait, pour plein de raisons. Notamment le temps d'arrivée des personnes qui font les constats sur les troupeaux, le fait que les troupeaux peuvent être dans des endroits difficilement accessibles, le fait que le troupeau a été dispersé par l'attaque, quel que soit le prédateur, et le fait que parfois les signes ne sont pas probants parce qu'il y a des, comme l'a rappelé M. Nochi, il y a tout un panel de variations en termes d'individualité des animaux, que ce soit du chien ou du loup, et donc il ne va pas y avoir que des attaques stéréotypiques. Donc c'est ça l'enjeu de la mise en place d'une zone de protection, c'est à quelle hauteur et avec quelle réactivité les gens vont pouvoir être aidés dans la mise en place des mesures de protection de leur troupeau. Et il y a tout un arsenal gradué de protection dont on peut discuter l'efficacité, mais je pense que vous avez abordé ça. Pas nécessairement, parce que tout cet arsenal, c'est un arsenal juridique, c'est pas un arsenal technique. Ah bah, il y a quand même des histoires de clôture, de chiens de protection. Oui, bah, tout ça, c'est pour conditionner le remboursement. Hein. Non, mais est-ce qu'en dehors des polémiques de remboursement, dont franchement, personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement, moi, par exemple, ça m'intéresserait de savoir comment on se défend contre les loups. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire un coup de fusil? Est-ce que tu me parlais du fusil à sel, que le loup il se prend un bon coup de sel dans le cul et ça lui fait mal et il ne revient pas? Qu'est-ce qui fait qu'un loup ne revient pas, par exemple? Parce que ça t'en parles. Par exemple, un loup qui a été attrapé, qui a été, je sais pas quoi, marqué ou quoi, en général, tu dis qu'il ne revient pas. Que le fusil à sel, ça paraît être efficace. Peut-être c'est une connerie, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le... Voilà.
En dehors des L'enjeu- réglementations, l'enjeu- d'où au fond, l'enjeu- l'enjeu, c'est pas directement notre problème. Dans des endroits où Nous, on a le on droit de veut- se défendre, on veut moi, c'est ce entendre que j'ai le cri vécu du aux loup. États-Unis, Hein, Oui, c'est d'accord. ça. non. Là où on peut se défendre, Ah. automatiquement, Ah, d'accord. ah. Et c'est quoi le protocole? Le protocole, c'est de faire en sorte de permettre la cohabitation entre les hommes et les loups. Là où on peut se défendre, en règle générale, ça suffit. Mais on se défend comment? Mais on tire, On tire. on tire sur l'animal. quand On il tire est avec là. quoi? On tire avec un fusil. Mais un fusil à quoi? Alors après, Un en fusil de France, chasse, un fusil de guerre? des fusils de chasse, Non, en non, France- parce que en France, c'est ils ça les proposent- questions. En France, ils proposent du canon rayé, ils proposent du canon lisse, ils proposent des réflexions, et pour terminer sur des bonnes grosses carabines qui tirent très loin, de la balle. La réalité d'une situation de défense, c'est que c'est pas l'arme qui va. Les armes qui vont, c'est des armes à petit plomb qui vont arroser, parce que tu sais pas où ça se passe. Parce qu'il va attaquer à différents endroits en même temps, parce qu'il va faire bouger tes chiens, faire bouger ton troupeau, parce qu'ils sont excessivement malins. Donc le but, c'est pas de faire mouche, c'est de bien montrer que on rigole pas. On est passé à un autre stade. Donc dans c'est la un relation. dialogue. C'est un dialogue, et souvent ça suffit. Mais si ça suffit pas, l'objet, il devient très simple. Lui courir après, l'abattre. Ben, l'abattre, on voit bien que même avec des professionnels en France, ils ont 10% de soi-disant la population à battre, ils n'arrivent pas à le faire. Donc ils ont autorisé finalement les chasseurs à faire de la chasse illégale en battu. Hein. C'est ce qu'a autorisé l'État, hein, de fait, hein, pour tenir leur quota. Hein. Donc l'objet, c'est surtout rentrer dans son intelligence animale. Oui, justement, j'ai entendu parler d'un procédé, disons que dans les meutes, il y a des gens qui entraînent les autres. Oui, et c'était une question d'urine, je sais pas, ça sentait une certaine odeur, qui faisait croire au loup qu'il était sur un territoire plus important. Ben, c'est moi qui amène ça en France, madame. Ah oui. Alors je peux vous expliquer, Ah, le jeu est très c'est simple. intéressant. Le jeu il est très simple. Le problème, il est le suivant. C'est que si on joue avec l'intelligence de l'animal et qu'on l'attrape, et qu'on ne le tue pas, Ah non, oui, je parle pas de l'attraper. top, c'est la même chose. Ah bon. C'est la même direction de pensée. Et le problème, je vais vous expliquer où il intervient, pour que vous compreniez à quel animal vous avez affaire. Donc si on l'attrape, ok? On l'attrape comment? On l'attrape avec un piège, voilà, qui tue pas, qui fait pas de mal. On l'attrape. On lui met un collier pour savoir ce qu'il va faire, ainsi de suite. Mais surtout les faits éthologiques de l'avoir attrapé. C'est un animal social. La chose la plus importante pour lui, c'est la meute. Oui. D'accord? Il va apprendre aux autres. À tel point que on ne pourra plus capturer les autres coups de la meute. Mais on ne pourra plus capturer leurs petits. Ce piège ne sera plus utile. Il faut en inventer un autre. Donc dans cette direction-là, d'accord, les Américains qui ont utilisé massivement cette technique, avec, je vous rappelle, 2200 loups qui font 65 kilos sur 250 km², et l'année dernière, nous on a eu 12 000 morts, eux ils ont eu 318 remboursements. Voilà. Donc le jeu est le suivant. Comment on fait progresser l'effectivité de cette mise en scène où on attrape un animal, on le relâche et il apprend au reste de la meute que c'est pas une bonne idée de Oui, fonctionner c'est comme pas ça. Il ne s'agissait pas de faire Non, non. Donc, comment on fait? On fait ça avec les odeurs et les leurs. Oui. Voilà. Donc, le jeu derrière, les différentes pistes de réflexion, d'accord, c'est est-ce qu'on peut influer son comportement en faisant croire par un jeu d'odeur au loup, d'accord, qu'il y a des loups chez lui. Ceci va l'angoisser. Pourquoi pas? Ben, c'est pas le problème, ça. Pour le moment, les Français ne savent pas faire ça. Ah ben non, ils ne savent pas faire ça. Moi, je sais le faire. Pour le coup, je l'ai proposé aux Américains. C'est une direction qui a été mise en route. Voilà. Parce que moi, je suis suffisamment fou pour me prendre pour un loup, entre guillemets. Ou en tout cas, oser en faire un élément de proposition scientifique. Mais l'idée, elle est juste, est-ce qu'on peut influer son comportement en jouant de l'idée de l'animal qui est, nous on est visio-centré, lui il est odoro-centré. Est-ce qu'on peut à partir d'éléments comme ça conditionner des éléments comportementaux qui vont nous intéresser? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, on met des odeurs, en l'occurrence de pipi d'animaux comme le loup, donc on met du loup, mais après qui? Donc on va mettre des dominants, des dominés, des dispersants, et on va regarder comment ça fonctionne. Dans certains lieux, on va mettre non pas du pipi, mais des fesses. D'accord? Parce que ça va avoir une autre signification en termes de bornage territorial.
Donc ça va produire une autre inquiétude chez l'animal, d'accord? Mais attention, cette direction-là peut produire l'inverse. On s'attend à quel effet? On s'attend à quel effet? L'éloigner. Ben, on s'attend pas tellement à l'éloigner, il ne va pas s'éloigner, il est chez lui. Mais il va arrêter de chasser. Et il va s'occuper de chez lui. Il y a des loups chez lui, il faut absolument qu'il les trouve. Donc c'est ça l'effet. C'est pas tellement l'éloigner, c'est qu'il va commencer à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui, alors que il comprend tout ce qui se passe chez lui. Il est chez lui. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est très grave. Les loups se font la guerre tout le temps. C'est l'une des premières causes de mortalité du loup, c'est le loup. Hein. C'est pas autre chose, hein. C'est pas la peine de rêver. Hein. Donc c'est quelque chose qui est une information majeure. Donc si on met ce qu'on avait fait un petit peu aux États-Unis sur les chemins de transhumance de la vallée aux montagnes ou sur des endroits où étaient en package des animaux, oui, ça a un effet. Après, le problème de cet effet, c'est que c'est un animal intelligent. Donc il faut que cet effet soit suivi d'un autre effet. Donc au bout d'un moment, on est piégé à notre propre piège. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec comme piège, vu qu'on a dit qu'il y avait des loups, il faut qu'il y ait des loups. Voilà. Et il faut qu'il y ait une guerre avec un enjeu territorial. Donc si cette chose-là n'a pas lieu, ça devient compliqué. Donc c'est intéressant pour révéler des éléments sur le comportement de l'animal, voir comment ils vont s'attacher à perdurer dans cette tentative d'attaque ou pas, d'accord? Mais le mieux, c'est d'inventer un autre système de piégeage. Quoi? Un autre système de piégeage. Donc le mieux, c'est de finir par comprendre que lorsqu'il prend une mauvaise direction, il faut, lui montrer que il y a quelqu'un dans la maison, que non. Et si ça ne suffit pas, il faut une fois de plus l'attraper et le remettre en situation où quand même 95% des loups attrapés ne réattaquent pas. Donc ça laisse 5% des loups qui potentiellement peuvent réattaquer. Et lorsqu'ils réattaquent, on sort d'une dimension passionnelle où on est là à discuter du statut de la vérité ou du bien et du mal. Non, on a le loup 24 qui a été attrapé le 16 juin et le 17 octobre, c'est lui qui revient. Donc un animal comme ça, a priori, c'est ça que les Américains appellent des mauvais loups. C'est des loups avec qui on a un vrai problème pour être certain de garantir une paix sociale, pour produire l'acceptabilité, non pas politique, mais véritable de l'animal. Comment font les Italiens? Ils font presque, ça, je parle de la France, mais il est partout en Europe. Les Italiens, ils braconnent. Les Italiens, ils braconnent. Ah oui. Les Italiens, ils n'ont pas le pouvoir, d'accord, d'empêcher les gens de terrain qui ont gardé la continuité culturelle avec l'animal, d'accord, s'ils n'arrivent pas à produire une solution, d'accord, c'est pour ça qu'ils n'ont pas essayé de rentrer dans ce jeu-là, s'ils n'arrivent pas à produire une solution technique qui est acceptée, de toutes les manières, ils ne sont pas chez eux, ils sont chez les gens, et les gens savent faire, et ils se débrouillent. Alors ça a un avantage, entre guillemets, c'est que les loups, finalement, ils sont une continuité en termes de système d'agression. La grande réussite, c'est qu'ils diminuent les poisons. Donc, du coup, ils sont de plus en plus difficiles à tuer, et que le jeu de protection, globalement, il marche bien. Ça marche. L'espèce, elle fonctionne, et elle fonctionne. Après, dans le nord de l'Italie, où on a mis en place des systèmes d'élevage qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait mis en place lorsque les vaches ont quitté les alpages, c'était les vaches les alpages au départ, hein, c'est pas les moutons, hein. Faut être clair, hein. C'est pas fait pour les moutons, mais peu importe. Lorsqu'on a inventé ces systèmes techniques, parce qu'on était en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, entre autres, et l'Argentine, c'est-à-dire de l'intensif extensif, faut être clair, ça marche pas, parce que c'est des parcours qui sont orientés avec l'absence de l'aléa prédateur. Donc, quand le prédateur est là, ça explose, c'est tout. Après, le mythe de l'Italie qui n'a pas de problème, c'est aussi un mythe. C'est aussi un mythe pour une raison tout simple. Mais c'est la même chose en Espagne, c'est que le grand mouvement de nos sociétés, c'est la déprise rurale. Donc ça, plus le fait que les gens qui ont eu une vraie pratique de gestion des animaux, en général, ils sont âgés. Donc il y a une perte de savoir, et puis il y a de moins en moins de gens. Donc on leur propose les mêmes parcours agricoles, donc avec énormément d'animaux, et en Espagne, ils ont de plus en plus d'attaques.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, là où je me posais question, c'est sur la différence de statut que, par exemple, les vaches ou les moutons ont dans les yeux de la société, c'est-à-dire qu'on peut avoir des vaches et des moutons qu'on traite particulièrement mal dans les abattoirs, dans les transports, dans les camions, etc. Donc en fait, où ces animaux-là sont vraiment exploités à nos fins. Et tout d'un coup, quand un loup attaque 2 moutons et 3 vaches, ça devient l'hystérie collective. Tout d'un coup, ces 2 moutons et ces 3 vaches, qui par ailleurs, dont on pourrait par ailleurs ne faire aucun cas dans les abattoirs, par exemple, deviennent importants. Alors je voudrais bien savoir si un mouton et des vaches, si des moutons et des vaches, c'est important ou ça l'est pas. Si c'est important quand il y a cette hystérie collective, parce qu'il y a un malheureux loup qui a même tué 50 ou 100 bêtes, alors dans ce cas-là, si c'est important et s'il faut les respecter, ben alors respectons-les dans toutes les situations dès lors qu'on veut quelque chose d'eux. Et si c'est pas si important, et ben dans ce cas-là, redonnons de l'argent à l'éleveur pour les 50 ou les 100 bêtes qu'il a perdues, parce que quand on voit le désastre, la tuerie que c'est au niveau national et même international, les vaches, les moutons, les poules, etc., moi je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je trouve qu'il y a une question du statut des animaux qu'on devrait se poser. La société, c'est est-ce que c'est important pour nous ou pas? Est-ce que ces animaux sont importants pour nous? Tels qu'on voit qu'on les traite, ils ne sont pas du tout importants pour nous. Donc pourquoi est-ce que ce malheureux loup, on irait le flinguer? Moi, on rembourse l'éleveur, tous les éleveurs, et puis c'est tout. Dans ce que vous me dites, madame, moi je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir où est la cheville qui pose problème. La cheville qui pose problème, d'accord, c'est l'abattoir. La cheville qui pose problème, c'est la massification du rapport à la marchandise viande, qui est du vivant, et qui est le résultat d'une existence, et qui produit par cette existence des paysages, des sociétés, des savoirs, beaucoup de bonheur. Donc moi, je suis d'accord avec vous sur ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très étrange dans notre rapport au vivant, sur lequel, en un mot, moi, je trouve que la manière dont on parle du vivant, c'est qu'il n'est pas vivant. Voilà. Il est déjà pas vivant, il est déjà être de spectacle, et le loup, comme la vache. Bien traité, pas bien traité. Et là-dessus, en un mot, on essaie de trouver des caractéristiques, alors que le vivant, pour moi, il a une définition assez simple, c'est qu'il produit de l'invécu, même à l'échelle d'une vache ou d'un troupeau de moutons, et que moi, c'est mon principal problème. Hein. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à écrire un livre, ou ainsi de suite. Moi, je suis absolument passionné des animaux et de la relation avec eux, et c'est une relation silencieuse. Je ne veux pas en faire état. Mais le problème, il est là. C'est qu'on nous parle tout le temps des agriculteurs. Le véritable problème, c'est qu'ils sont absolument tenus par l'agro-industrie. C'est l'agro-industrie le problème. C'est le fait que le glyphosate, ça tue tout. On a 80% des insectes qui disparaissent dans un endroit où l'étude a été faite, parce que, disons, c'est pas des études généralisées, hein, d'accord? Et personne n'est inquiet. Moi, je suis mort de trouille. En tant qu'écologue, 80% d'une chaîne trophique qui se casse la gueule, mais je suis désolé, nous, on est tout en haut. C'est nous qui allons faire la plus grosse chute. Et c'est pas la peine d'être un génie nobélisable, hein, pour le dire. Et que les gens continuent à gamberger, mais les gens sont devenus fous dans la dichotomie entre le corps et l'esprit. On ne peut pas faire quelque chose comme ça sans s'imaginer qu'on va s'en tirer. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que moi, ma réflexion était autour de la nourriture, autour du paysage souhaitable, parce que c'est ça le souci. Et j'ai pas de réponse à vous donner. Je suis embarqué dans le même spectacle macabre. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est face à des animaux. Je vais vous le dire autrement. On est face à des animaux. Donc les animaux, ce sont des êtres qui ont la capacité intrinsèque du mouvement. Et on les élève sans qu'ils bougent. Mais moi, je suis un agité du bocal. Je ne peux pas rester assis. Il va falloir que ça se termine d'ailleurs, parce que c'est comme ça. J'ai un problème physique à la sédentarité. Bon, alors je peux imaginer que y en a plein d'autres comme moi. Et quand je dis plein, je mets les animaux avec moi. Mais rien que ça, c'est quelque chose d'innommable. Vous avez un chien et vous allez vous débrouiller pour qu'il se débrouille à supporter le fait qu'il ne va pas bouger, mais il t'aime, hein.
Mais de quoi vous me parlez? Donc ça fait partie des différentes strates absolument difficilement interrogées, parce que soi-disant c'est nécessaire pour manger, parce que soi-disant c'est rentable socialement parce que ça fait de l'argent, pas pour tout le monde visiblement, et surtout pas pour les gens qui sont dans les estives et qui ont des problèmes justement avec le sauvage. Bon, donc au bout d'un moment, il y a quelque chose dans notre société, dans la manière de parler. C'est pour ça que j'étais heureux de faire cet effort, d'essayer de faire un récit et de parler différemment, et de parler avec justement de la sensibilité, du point de vue subjectif, d'accord? C'est qu'on est face à quelque chose où la manière dont on traite le monde et l'homme est quelque chose qui ne peut pas aller bien. C'est pas la peine de s'énerver. Donc au bout d'un moment, la réflexion, c'est au niveau du rapport qu'on a au vivant, à travers la nourriture, et à travers ce qu'on a autorisé. Que personne bouge sur le glyphosate, je trouve ça hallucinant. Que les gens viennent t'embêter avec le vegan il est pour le glyphosate. Hein. Il n'est pas bio le vegan. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention. Souvent, moi j'ai eu des éleveurs ils sont embêtés, donc ils ont un mauvais rôle. Ils se sont fait tuer, ils vont tuer un animal que tout le monde aime, leur enfant leur en veut, ils ont le mauvais rôle, souvent. Ils ont le mauvais rôle. Mais ils viennent te dire, au bout d'un moment, nous on a bien réfléchi. Hein. Nous, ce qui nous embête dans le loup, c'est que, en un mot, il y a un effet d'aubaine. Si on veut continuer à faire nos élevages, on va faire du hors-sol. Donc ce qui est très bizarre, c'est qu'on se fait attaquer par des gens qui nous disent qu'on veut détruire le loup, mais en même temps, ils veulent manger du très bon fromage, de la très bonne viande, mais on ne peut pas, si on ne nous aide pas. Et ils ne te parlent pas d'éradiquer, hein. Ils te demandent d'être aidé. Et d'un autre côté, l'effet d'aubaine, ils te disent, si on veut être parano jusqu'au bout, notre ennemi, bien sûr qu'il est au sein du monde agricole, et notre ennemi, c'est les céréaliers, c'est ceux qui font du maraîchage, c'est ceux qui ont besoin du glyphosate. Donc il y a une réflexion à avoir il est temps de l'avoir. Si on traite la viande comme des choses et qu'on croit que l'agriculture et le végétal c'est notre sortie, alors que si on a une directive Habitat pour protéger les animaux sauvages, c'est parce que la première cause de destruction des animaux sauvages, c'est la destruction de leur habitat, c'est pas la chasse. Donc au bout d'un moment, oui, là on comprend bien qu'il y a quelque chose dans notre manière d'être au monde et ce qui se passe autour de nous qui est très intéressant à réfléchir. Et je suis victime comme vous, moi. Moi, ça me... Voilà, je comprends même pas. Et vous êtes chasseur? Je suis chasseur et je suis embêté par la SAFER parce que vu que j'embête tout le monde agricole, et je veux élever de la viande, je veux faire des abeilles, avec de la forêt, c'est mon... Voilà, je vous ai dit, quelle que soit la forme, les animaux, je les adore. J'ai besoin d'eux pour exister. Mais pas exister officiellement, pour me lever le matin, être content. Et pardon, vous avez parlé de capture de loups et après on les relâche. Mais il se passe quoi entre-temps? Il se passe quoi entre-temps? Il n'y a besoin de rien du tout. C'est-à-dire que... On leur met un collier quand même. Oui, non, mais quand je dis il y a besoin de rien du tout, c'est que je vais aller plus loin. C'est que dans les captures de piégeage, d'accord, pour faire en sorte que vous n'ayez plus de renards qui vous embêtent, si on ne tue pas le renard, on martyrise un peu. On balance de l'eau, on lui rend le petit séjour en cage très désagréable pour que vraiment il ait un souvenir négatif. Là, t'as rien à faire. Moi, je travaille parce qu'on m'a appris avec des anesthésiens, mais j'ai été avec des Canadiens qui ne mettent même pas l'anesthésion. Quand on le maîtrise, on s'assoit sur lui, c'est un tel traumatisme qu'on peut même mettre le pied à coulisse dans la mâchoire pour le mesurer. Il n'est pas endormi. Hein. Et c'est un tel traumatisme. Et on lui met le petit collier, et après on va lui laisser raconter ce traumatisme à toute sa famille. Voilà. Et c'est ça, travailler avec l'intelligence de l'animal. Et c'est pour ça que j'anticipe sur l'histoire d'odeur, c'est parce que ça ne va pas suffire. On va se retrouver à un moment donné où on n'aura plus d'outils efficaces. Si on est dans cette dynamique. Hein? Il est déprimé, mais il va voir sa famille, il va se requinquer automatiquement, mais il va leur dire, c'est fini cette histoire. Hein. Le mouton facile là, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas du tout une bonne idée. Si on veut être tranquille et gérer un petit peu, je vais vous raconter une histoire de loup, juste de loup. Parmi les 34 loups remis dans Yellowstone, il y en a 2 qui ont eu 2 tactiques complètement différentes. Un qui est très connu, qui est le numéro 21, qui a fait plusieurs portées de loups, parce qu'ils arrivaient à faire 5 portées par an. Donc la femelle autorisait que 4 autres loups
se fasse monter. Donc ils élevaient jusqu'à 27 loups par an. Donc quand l'État nous dit il y a 10% de croissance, la première fois qu'ils ont fait ça, c'était 300% de croissance. Hein, bon. Donc il venait d'arriver, donc des reproductions multiples. Dans Yellowstone, il y en a de l'ordre de 15%, alors que le reste de la population de loups étudiée là-bas, ils disent qu'il y en a 8%. Donc lui, il était comme ça. Lui, il arrivait de Rose Creek Pack, ils étaient 27, le Pic des Druides, ils étaient 7, et il a lancé une dynamique démographique et guerrière hallucinante. Ils ont terminé à 55, dans un territoire énorme. Ils faisaient la guerre, mais toutes les 12 ou 15 secondes, enfin c'était les 1, quoi. Et à côté de ça, le numéro 7 et le numéro 14, qui sont réintroduits à la même époque, eux, ils ont pris une autre tactique. La magnanimité. Le moins de guerre possible. Lorsqu'il y avait un intrus, tout le monde entoure l'intrus, on le fait sortir du territoire, et surtout, on ne le poursuit pas dans la zone tampon, surtout, on n'essaie pas d'être agressif avec lui, on se pose, et en bon canidé, on est tranquille chez soi, et on raconte à l'autre, t'as vu, je suis chez moi, qu'est-ce que tu fais? T'es ridicule. Voilà. Donc ce numéro 14, c'est lui qui a duré le plus longtemps, des loups réintroduits, pour le coup. Et ils ont maintenu, eux, à la différence, un jeu où c'était toujours entre 9 et 13, 15, 9. Jamais une explosion démographique sans comprendre. Sans pour autant, un jour, la fille est rentrée et elle était partie, elle avait trouvé un partenaire, il s'était reproduit, et la veille d'accoucher, elle est retournée chez maman, elle s'est fait engueuler, tout le monde m'a engueulé, et quand les petits sont nés, ben, tout le monde s'est occupé des petits, elle s'est fait rosser parce qu'elle est passée du stade de maman à nourrice, voilà, la maman c'était la dominante, et tout s'est très bien passé. Donc il y a des variabilités qui sont autour de comment on va défendre nos territoires. Et le jeu de la représailles, le jeu de la relation risquée est quelque chose qui est très important pour eux, et c'est un endroit où on peut produire une discussion. Voilà. Il faut y aller. Vous pensez que ces captures relâchées qui ont eu lieu en Amérique du Nord sont réplicables sur le territoire français? Partout où elles ont été faites, ça marche très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pardon, vous citez un État où ça vous paraît étrange, mais c'est celui que je préfère parce que il est quand même très bizarre. En Israël, ils utilisent cette technique, ils ont été apprendre après moi avec la même personne, ils utilisent cette technique et ils ont des loups, des élevages de moutons. A priori, leurs élevages de moutons sont dans le Negev, donc c'est quand même pas la luxuriance. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas énormément de proies, on peut imaginer que les loups peuvent être susceptibles d'attaquer, bien sûr, il se trouve qu'ils attaquaient super régulièrement, et ceci a permis de passer à l'étude de l'animal et de changer le comportement. Sur la hyène, ça marche un peu moins bien, mais ça marche assez bien. Sur les chats, c'est un peu plus compliqué. Les chats, parce qu'il y a des panthères aussi en Israël, et que du coup, ils ont tenté, puisque voilà, ils ont un nouvel outil, ils ont tout tenté, tout tenté. Sur le loup, ça marche assez bien, à cause de la dimension sociale du loup, qui va finalement faire circuler une information, et qui va mettre cette information à l'échelle du groupe. Après, si t'en as un qui veut faire une bêtise, c'est son problème. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le phénomène qu'il y a chez l'homme, c'est-à-dire que dans un quartier, on a piqué un gars et on l'a mis en prison, ça lui donne le rôle de héros et parmi tous ses congénères, est-ce que chez les loups, ça peut être reproductible? Donc ça serait un héros qui te dirait, les gars, prenez-moi comme exemple, ne faites surtout pas ce que j'ai fait. Ça serait ça? Ça serait un anti-héros? Moi, quand vous me faites parler, quand vous pensez à la prison, moi, j'ai juste une idée en tête qui est importante dans la relation avec les animaux dangereux, c'est que tu peux t'amuser à être un peu dur, mais il ne faut pas t'amuser à être trop dur. Parce que quand on s'amuse à être trop dur, les animaux, tout d'un coup, changent complètement leur perception. Un exemple, j'ai eu travaillé sur un programme sur les panthères dans Bombay, dans la ville de Bombay. Il y a des loups dans la ville de Bombay. Et on s'est aperçu, moi j'en étais au début de l'affaire, puis la conclusion c'est celle-là, on s'est aperçu que, en un mot, une panthère de Bombay, elle ne sait pas ce que c'est qu'une antilope. Elle chasse du chien, du chat, du rat. Parfois un peu de singe, d'accord? Et bon,
du chytral, parce qu'il y en a dans le grand parc qui est au milieu de Bombay, où il y a encore les panthères qui font leur radiation partout en ville. Donc on s'est dit, panthères, gazelles, singes, sangliers, on les attrape et on les emmène dans des endroits où il y a des gazelles, des singes, des sangliers. Première chose qu'elles ont faite, c'est qu'elles se sont rapprochées des villages où il y a le type de proie, parce on a du mal, nous, à l'accepter, mais c'est des animaux qui ont une culture, qui fait leur spécificité sur un lieu donné pour être très efficace, d'accord? Donc en un mot, première étape, village, deuxième étape, on rentre à la maison. Et on s'est aperçu que une panthère déjà attrapée, si on la réattrape, et si on la remet... alors, la question, c'est toujours la variabilité des animaux, à partir de combien de fois? Sachant que c'est quand même un sacré trauma. Hein. Je t'attrape, je te mets au Groenland et... T'as vécu la glaciation? Tu vas te démerder. C'est à peu près ça. La troisième fois qu'on fait ça, tu tues. Donc les panthères se mettent à attaquer les hommes ou à tuer les hommes parce qu'elles sont terrifiées de ce qu'on leur propose. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'on propose, pour le coup. Donc paradoxalement, pour aider à une translocation d'animal sauvage, tu as des gens très sérieux qui essayent de réfléchir à des étapes où on va les conditionner à laisser tomber le chien. Ici, tu as du chytral, tu as de la gazelle, tu as du cerf, tu as du singe, tu as du rat, tu as du lièvre, tu as du cyclone. Voilà. Donc on va essayer de leur ouvrir leur palette gustative pour garantir que la translocation marche. Donc en amont, on a affaire à des animaux qui sont loin d'être bêtes, mais très très loin. Et les loups, en plus de ça, ils sont 10, 12. Donc ils sont très intelligents. Donc on n'a pas... faut pas qu'on gêne pour inventer des systèmes pour entrer en communication avec eux quand ça nous dérange. Et le coup de fusil à petit plomb, c'est juste du petit cinoche. Oui, une question qui me trotte depuis tout à l'heure. Quel est l'avenir de l'homme pour vous sur Terre? C'est le loup Oui, est parce que visiblement, vous y avez beaucoup réfléchi, et visiblement, je veux dire, l'homme va rester encore combien de décennies ou de... Moi, je vais vous le dire en français, moi je suis un homme, moi. Je suis un homme, je suis papa, donc je suis un être éternel. Voilà, donc en un mot, c'est mon but. Mais je pense que l'éternité comme on la pense, si on veut, ou la pérennité de la société humaine comme on la pense, ne pourra pas fonctionner si on ne veut pas penser les choses comme les paradoxes dont Madame a parlé, sur la vache et le loup et le type de relation assumée qu'on a au vivant. D'accord? Assumer, ça veut dire que le vivant, c'est dérangeant, c'est attirant, c'est tout un tas de choses en même temps. Donc moi je pense que si on se maintient, et pour le moment on s'y maintient, sur une idée simple, c'est-à-dire que le problème du climat c'est l'énergie, ça me fait penser aux sportifs qui doivent se doper parce qu'ils sont épuisés, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est comment à partir du moment où on a utilisé l'énergie et l'externalisation et l'urbanisation comme on le fait avec un tel brio, on n'a pas vu l'importance des structures écologiques, des structures biologiques, et on n'a pas vu, et on commence seulement, l'écologie c'est une science, hein, qui est jeune, qui a un petit siècle, d'accord, qui est celle des systèmes vivants, et donc ça devient compliqué, parce que les systèmes vivants, on va dire que c'est la biologie, mais les systèmes vivants, ça intègre également des êtres comme nous, on est des êtres vivants, qui fabriquons beaucoup de choses, qui sont artificielles, entre guillemets, qui ont leur vie, leurs effets, leur effectivité, donc on est dans quelque chose qui est plus complexe. Mais en un mot, plus on prendra conscience qu'on s'est enlevé les éléments qui nous protégeaient, en essayant de se justifier parce que ça a produit de l'économie, alors que dans le même temps, notre économie a produit cette chose très étrange, d'accord, c'est qu'il n'y a plus personne dans les campagnes. Donc, on va dire que la dynamique sauvage, elle se propose à nous, partout, tout le temps. Donc, il est intéressant de réfléchir d'une autre manière les choses et d'arrêter de parler avec un discours qui est du 19e siècle. Parce que les choses ont changé. Et d'autant plus qu'on continue à utiliser cette diffraction entre le vivant et la chose, d'accord, le glyphosate en étant un symptôme. Et là, on est devant une direction de pensée qui, vu sa dimension de morbidité, non, il faut arrêter. Ça mérite un livre, non? Je sais pas. Mais donc en un mot, moi ce que je pense très simplement,
c'est que si on se met à réfléchir à partir du vivant et des structures vertes, si on arrête de mentir sur l'écoulement des poissons alors qu'on fait des ports dans toutes les embouchures et que chez nous, c'est pas dans les mangroves qui font les poissons, c'est dans les embouchures, d'accord ? Si on arrête d'être dans une opposition systématique comme critère de démocratie, d'accord, sur tous les éléments, on pourra entendre quelques vérités que notre science a découvertes ces dernières années et les utiliser. En un mot, je pense que si les constructeurs de voitures se sont mis cette année à essayer de réfléchir à des moteurs qui font 2,5 litres, c'est que c'est pas ça le problème. Et quand vous voyez le rapport du GIEC, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la déforestation, l'organisation agricole, la non-isolation des baraques. C'est pas l'industrie, c'est pas les transports, c'est pas ce qu'on vous vend. Voilà. On est dans une pensée magique, là. Mais c'est pas grave, c'est des éléments inhérents à l'histoire de l'homme. Lorsque ça devient un peu angoissant, on a une capacité, forcément, à exprimer collectivement notre angoisse. Et c'est totalement légitime. Et c'est également le chemin, comme pour les traces où il faut parler, pour arriver à trouver une posture adéquate. Après, il y a autre chose qui est difficile. C'est qu'on est là avec le droit de parler de droite, de gauche, de haut, de bas, de chinois, de tout ce que tu veux. Mais on est pour la première fois dans un système de culture mondiale. Moi, je définirais la culture comme étant une partage d'angoisse sur le climat et sur les prédateurs. Et c'est jamais pareil en fonction de... Est-ce qu'on est dans le désert, la jungle, la haute montagne? Voilà. On en a des loups chez nous. Ah, ça c'est à moi. On aimerait bien entendre votre voix. Ouais. Est-ce qu'on a du loup chez nous? Eh ben, on est entouré de loups, Oui. mais officiellement, il n'y en a pas encore dans la vallée de chez nous. Alors, pour vous refaire un petit... le loup est arrivé officiellement, c'est-à-dire que la ZPP a été créée au début des années 2000 autour d'Annecy, des Glières. Et puis cette meute s'est reproduite, s'est fait braconner, s'est reproduite, s'est fait braconner. Et en fait, rien n'a vraiment bougé. Jusqu'à il y a à peu près 3 ans en arrière, où on a observé de plus en plus de traces de présence, notamment du côté du Chablais, du côté de la haute vallée du Givre. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entouré de loups. Il y en a dans le Valais, il y en a en Suisse, en Suisse dans le Valais, il y en a en Italie, et puis il y en a dans le Beaufortin. Donc on est entouré de loups. Et donc jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière, on n'avait pas encore trop d'indices de présence. Et là, depuis 2-3 ans, on a de plus en plus d'indices de présence, et puis que ce soit traces, prédation ou photographie. Et en fait, là, pour vous donner les dernières informations, on a toujours cette meute des Glières qui est toujours présente, elle ne bouge pas. On aurait des suspicions d'installation du côté du Val-Montjoie, Val-Montjoie, Contamine-Montjoie, Saint-Gervais. Pour un loup, c'est la porte à côté. La vallée de Chamonix, Val-Montjoie, c'est à côté. Est-ce qu'il vient chez nous? J'en parle juste après. Et puis, dans le Chablais, il y a des suspicions aussi d'installation. Est-ce qu'il vient chez nous? Oui. Oui, il vient chez nous. Il vient chez nous, il passe. Ce serait... Mais il passe depuis déjà 10 ou 15 ans chez nous. C'est pas nouveau. Mais à quelle altitude il passe par exemple? En fait, ce qu'il faut savoir avec le loup, c'est qu'il peut passer n'importe où. Le grand balcon nord ou le grand balcon sud? En fait, moi j'ai la chance d'avoir plein de personnes qui me parlent du loup et d'avoir vu du loup. Alors, en général, quand tout le monde voit du loup, c'est que finalement la réalité, elle est pas si loin. Et on m'a donné des photos l'année dernière, notamment au col des Montets, de 2 canidés qui suivaient au col des Montets. C'est ultra logique, c'est la zone d'hivernage de chamois, tout le monde connaît. Donc le loup, il est là où il y a de la nourriture, et le chamois, c'est la nourriture. Donc voilà, donc il peut très bien passer au col des Montets, mais il pourrait très bien passer quasiment en pleine ville, juste sur les bordures, ce ne serait pas un souci pour lui. Lui, il est là où il y a de la nourriture. Et les chevreuils, l'hiver, ils sont dans vos jardins. Vous pensez que moi j'ai eu des chevreuils déchiquetés dans mon quartier, c'est juste là au plan, c'est pas loin, est-ce que ça... Je pense que c'est parce qu'ils sautent les barrières et ils s'esquintent surtout en sautant les haies dans des maisons, mais vous pensez que peut-être là dans les forêts près de chez nous, il peut y avoir des loups? Alors, à Chamonix, on a un gros problème. On va faire des cauchemars. À Chamonix, on a un gros problème sur les chiens errants. Il y a des chiens errants réguliers. C'est ça, c'est ce que je pense. Après,
Après, la seule vérité avec le loup, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, moi aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a pas de loup installé à Chamonix. Ça se trouve, il y a une meute de chaque côté et j'en sais rien du tout. Et c'est vraiment possible. Hein. Officiellement, il n'y en a pas installé dans la vallée de Chamonix. Je vous dis qu'il est de passage, ça vous pouvez me croire. Il est de passage, c'est sûr. Après, tout est imaginable. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce grand point d'interrogation. Alors qu'on les marque, il y a des électroniques, il y a des gens qui tracent. Il y en a très peu d'électroniques. Ouais, c'est ça qui m'intéressait, c'est la part de personnes qui tracent et la part électronique. Et puis moi, il y a quelques années, je suis passé de l'autre côté du col d'Anterne, je suis tombé sur un berger et il avait des patous. Et je lui ai demandé, ah, vous avez des patous, c'est pour le loup en rigolant. Il m'a dit, bah oui. Lui, il avait une trace, il était penché avec ce troupeau, il avait mis des attaques, etc. Mais en fait, et donc c'est marrant parce que voilà, il y a des gens qui en sont sûrs, d'autres qui disent peut-être. À Chamonix, en fait, on a tout pour le loup. On a des grandes forêts, on a beaucoup d'ongulés sauvages. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait du loup. Tout. Donc il arrivera. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait ce débat ce soir, c'est qu'à mon avis, il faut en parler le plus tôt possible. C'est ce qui est le plus important. En parler. Donc le loup arrivera. Après, le truc qui me ferait pencher sur le fait qu'il n'y a pas encore de meute installée, je vais vous dire franchement ce que c'est qu'à Chamonix, on est dans la capitale mondiale de l'alpinisme, il y a du trail, il y a du ski de rando, il y a du monde partout en montagne, tout le temps. Et les observations, elles sont quand même pas ultra régulières. Alors le loup est un animal ultra intelligent qui peut se cacher, etc. Antoine l'a dit très bien, il peut se cacher, il n'y a pas de souci. Mais à Chamonix, il y a du monde plus qu'ailleurs, dans les espaces naturels. Enfin, si, il n'y a plus personne. Hein. Enfin, de l'autre côté de la... Oui, mais s'il y en avait vraiment dans la vallée de Chamonix, je pense qu'il y aurait un tout petit peu plus d'observations. Ils sont quand même sur les chemins, les gens. Oui, on n'est pas toujours. C'est justement là où on a beaucoup de surprises quand on pose des pièges photos, par exemple. Si je parlais très brièvement de mon expérience sur la pose de pièges photos en grand nombre dans des suivis intensifs de faune. Donc on parle de 400 pièges photos répartis sur 400 km². On voit qu'il y a des gens partout. On voit qu'il y a des gens partout dans certains territoires. J'ai pas le bonheur de connaître les Cévennes, bien qu'en lisant le livre, ça donne envie aussi, ces espaces. Et pour répondre à monsieur, en lisant le livre de monsieur Neuchil, vous allez voir à quel point même quelqu'un qui dédie son temps et toute son énergie à suivre du loup, et à part des traces et des choses comme ça reste très difficile. Et je vous laisse la surprise de voir tout le déroulé de son suivi du loup, d'essayer de construire dans sa tête comment le loup va interagir avec le paysage. Il y a toute une construction et on se rend compte que toute l'énergie qu'il faut mettre pour vraiment voir du loup, alors ça reste quand même très difficile, et on voit que même quand il y a des gens partout, comme ça peut quand même nous échapper. Moi, je posais des pièges photos où on voyait dans des endroits où on devait aller crapahuter pour poser des pièges photos, on voyait quand même des gens passer presque avec leur panier de pique-nique. Et juste après, on voyait un animal dans les minutes qui suivaient, un animal sauvage, en l'occurrence le lynx, qui était probablement là quand ces gens sont passés et qui sont juste attendu que ces gens-là s'éloignent pour lui suivre exactement le même chemin. Donc c'est un peu ce que nous invite le livre d'Antoine Neuchil, c'est de revoir cette perception qu'on a entre le sauvage, la nature et nous. Il ne faut pas qu'on se croie complètement déconnecté de ça, même si on est parfois déconnecté dans notre tête et dans nos actes. On fait partie de ça, qu'on le veuille ou non, et on serait bien surpris de savoir si on avait un collier ou une puce sur chacun des animaux qui nous entourent, la proximité qu'on peut avoir avec le sauvage, ce qu'on appelle le sauvage. Ça dépend si c'est l'hiver. Ah bah oui, il y a toutes les variations saisonnières aussi, mais... Et la nuit, non? En fait, il se déplace essentiellement la nuit, le loup. Ou pas nécessairement. Ça, il est crépusculaire, on va dire. Ah ouais. Hein? Il est crépusculaire. Après, il est crépusculaire parce que c'est plus facile, on va dire, d'attraper
des animaux qui eux-mêmes sont un peu crépusculaires. Je préfère quand même les gazelles. Mais il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour nous. Est-ce que c'est vrai qu'à Yellowstone, les loups ont redessiné complètement même le cours de la rivière? À Yellowstone, les loups ont produit effectivement tout un tas d'hypothèses robustes scientifiques sur effectivement l'effet de la manière dont la présence, de la manière dont les proies vont bouger à partir du moment où un animal prédateur est présent, quand il a cette capacité de prédation particulière qui caractérise. Et à ce moment-là, effectivement, rien que le fait d'avoir un prédateur, de se déplacer en troupeau serré, d'arrêter de faire ce qu'on veut, d'abrutir n'importe quoi, d'éviter les zones d'embuscade, rien que ça, ça a un effet majeur. Voilà. Le véritable problème de notre société, pour parler d'animaux, c'est qu'il n'y a pas d'écologie diffusée. Donc on oublie à quel point une toute petite chose, juste le risque de se faire courir après avec sa famille, une toute petite chose peut induire énormément d'effets. Donc effectivement, cette ligne d'hypothèse, elle amène que le loup, par la manière qu'il a d'empêcher le cerf, qui est un brouteur, de devenir un brouteur, et puis par économie d'énergie, se mettre à être un cueilleur, donc là-dessus, d'empiéter sur la niche écologique de l'élan. Et par là même, de détruire, parce qu'ils sont très nombreux, toutes les ripiciles, toutes les forêts d'aulnes, de saules et autres trembles, parce que le tremble, c'est l'indicateur pour cette théorie, vont faire que les bords de rivière vont devenir hostiles pour les castors, devenir hostiles pour les oiseaux chanteurs qui s'y reproduisaient, vont disparaître. Et quand ils disparaissent, il n'y a plus rien qui tient les berges. Et quand il n'y a plus rien qui tient les berges, et même par gravitation, le sol produit, le sol, donc pas les cailloux, ce qui est fertile dans les montagnes, descend tranquillement, va dans la rivière, et de la rivière va nulle part. Assèche en termes de fertilité les frayères à saumon, à salmonidés, et qu'effectivement, le retour du loup a produit une remise en place des différents acteurs de l'écosystème, en l'occurrence la relation rivière, ripicilve, prairie et les différents animaux qui vont profiter de ce milieu. Le loup a effectivement remis tous les acteurs de ce système dans leur rôle strict. Ça veut dire que quand tu es brouteur, tu restes brouteur et tu laisses la bouffe du cueilleur. Et quand tu es cueilleur, tu es cueilleur. Et quand tu es mangeur de jeunes saules et que tu as besoin qu'il y ait encore plus de jeunes saules, donc castor, tu vas faire des barrages pour augmenter cette zone de fertilité de la ripicilve où la limite entre l'eau et la terre est indéfinie, limite dans laquelle les forêts de bord de rivière, qui sont un milieu extrêmement riche, même chez nous, on considère que tout est pauvre, c'est très très riche, peuvent se réinstaller. Donc oui, effectivement, et c'était pas prévu. Donc en un mot, je peux vous le dire, moi en 2004, j'arrive ici, je propose aux Français de faire les mêmes genres d'études, c'est-à-dire de faire de la biologie, de l'écologie sur le loup. On n'a toujours pas commencé à le faire, d'accord ? Pour le faire, il y a un outil qui est très simple, c'est une décision, il faut mettre la nature en science, donc tu vas la mettre en temps zéro, espace zéro. Donc l'idéal, ça serait d'arriver dans une région où tu commences tes études, il n'y a pas de loup, et puis ils vont arriver. Ah bon, ça fait 20 ans que je le propose. Donc c'est pas grave, ça va arriver un jour. Et puis si ça n'arrive pas, ça passera par un autre biais pour découvrir l'effectivité intéressante et positive dont je suis sûr que l'animal a sur les milieux. Mais oui, c'est vrai. Et c'était pas prévu. La première raison qu'a donné Douglas Smith, qui est le biologiste qui s'occupait du suivi de la réintroduction des loups en 95-96, qui est toujours en charge de ça, c'est de dire, attends, on va se calmer. En 91, 92, il y a 20 000 cerfs. On les remet, il y a une épidémie, ils sont à 7 000. Donc c'est évident qu'il y a une charge d'abrutissement moindre sur les bords de rivière. Donc on a les loups, ça remonte à 9 000, 10 000, d'accord. Donc on va dire que les loups déjà n'empêchent pas systématiquement, et en tout cas de manière brutale, l'accroissement des populations. Et puis ils ont travaillé. Ça c'était, moi j'étais au bureau quand la bonne femme des oiseaux chanteurs est arrivée, elle dit à Douglas, voilà, dans nos relevés, ben là, on a plus d'oiseaux chanteurs et on ne sait pas pourquoi. Donc tu nous as demandé qu'on te ramène
tout élément, quel que soit l'élément. À partir du moment où on a un temps zéro, à l'introduction de l'eau en 95, d'accord, donc on ne sait pas. Première hypothèse, affaissement de la population de cerfs, donc libération des bords de rivière. Enfin, le problème, c'est que les bords de rivière, ils étaient occupés par les cerfs, les équivalents du cerf élave, du cerf rouge, le wapiti, le cerf mulet, le white-tailed deer, donc le cerf de Virginie, le bison. Donc, le coup du cerf, c'était finalement l'évidence symptomatique de poser la bonne question. Et voilà. Donc oui, ça a produit un effet macro, c'est-à-dire aussi bien géologique que, donc du coup, à cause des arbres et autres, une effectivité climatique locale et globale, et ci et ça, et tout un tas d'autres surprises que je ne vous dirai pas parce que je ne les connais pas. Il y a eu un film l'année dernière qui est passé au cinéma, qui a été conférencé d'ailleurs sur le loup. Le monsieur est resté plusieurs semaines à observer les loups, et les loups l'avaient repéré et n'ont jamais sauté dessus. Si les loups ont quelque chose à manger autour d'eux, ils n'attaquent pas l'homme. Moi je l'ai vécu dans le Mercantour, le loup il doit bien passer. Hein. Si vous n'avez plus de questions, M. Neuchy, je vous encourage à lire sa quête et tous les efforts qu'il a pu mettre pour essayer de faire admettre aux gens que les loups étaient bien présents chez lui. Mais surtout, derrière tout ça, c'est aussi tout son cheminement, ce questionnement entre notre relation à la nature, notre relation à ce qu'on appelle maintenant le retour du sauvage, et surtout tous les aspects auxquels ces questionnements font appel en nous, que ce soit d'un point de vue physique, parce que les journées de terrain, c'est épuisant. Vous les décrivez très bien. C'est épuisant. L'attente, le questionnement, les petits détails qui font la différence. Là, j'ai eu 7 étudiants et je peux vous dire qu'ils étaient épuisants en fin de journée, pas tellement parce qu'on marche, parce qu'il faut se rappeler de tous les détails, il faut faire attention pendant toute la journée et faire attention. Voilà, et quand on a un gros con comme moi derrière, le mec il passe, et le mec dit il y a 3 traces là. Donc c'est épuisant, c'est un effort. On s'aperçoit que dans nos sociétés, on est toujours avec des béquilles et qu'on est rarement devant des effets d'attention très longs. Et le loup, ça te sert à quoi d'être dehors si tu fais pas attention? Donc, voilà, donc c'est effectivement, merci de compasser à ma facilité. Que ce soit Daniel ou Antoine, je pense que tous les deux sont dans le même, un peu, au moins se rejoignent là-dessus, c'est que vous avez passé du temps dans la nature et apprenez à regarder ce qu'il y a autour de vous, parce qu'on se rend compte que dans le monde très stimulé dans lequel on vit, on passe à côté de plein de choses, et la nature peut être aussi stimulante que tout ce qui nous entoure. Je vous invite à prendre un petit pause, s'il n'y a plus de questions, diriger vers la sortie, et puis remercier encore Antoine d'être venu nous présenter son livre.